Voilà. Bonsoir, Sundiata le Conquérant, comment allez-vous? Ouais, je vais bien chez vous. Je vais excellemment bien et j'allais profiter pour vous dire merci pour tous les efforts que vous faites. Merci pour surtout l'éclairage que vous apportez aux consciences. Et comme on le dit, rien ne reste caché à Dieu et Dieu saura comment payer chacun. Et merci infiniment de tout ce que vous apportez comme un plus à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie également à votre tour. Pour gagner en temps, je vais aborder le sujet pour aller plus vite. Il faut dire que le sujet qui est à l'ordre du jour, c'est toujours le sujet des populations qui ont quitté en grand nombre les pays comme le Burkina Faso et le Mali pour venir dans les zones nord de la Côte d'Ivoire ces derniers jours. Nous le savons, la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Nous n'avons rien contre les personnes qui ne sont pas de notre pays. Mais il y a un contexte particulier qui est d'actualité. Et ce contexte-là, il mérite que nous fassions beaucoup attention. Il faut faire une analyse attentive de la situation pour prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Ce qu'il est donné de voir ces temps-ci, dans beaucoup de villages des zones nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans les régions du Bonkani, du Kirovo et de la Bagoué, il a été constaté qu'il y a un grand nombre de ressortissants des pays frères qui, fuyant les effets du djihadisme et certains autres problèmes liés à la déstabilisation du Mali et du Burkina Faso, se sont retrouvés en grand nombre en Côte d'Ivoire, dans les zones nord. Mais ce qui inquiète beaucoup plus, c'est qu'on peut constater que ces personnes-là se sont installées dans des villages, mais la plupart du temps ne possédant pas de documents administratifs ou de documents d'identité. Et cela laisse une inquiétude majeure au sein de l'opinion parce que dans beaucoup de villages, on peut retrouver ces personnes en réalité. Vous pouvez constater qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Et il y a un problème qui est là. Comment les nourrir ou les loger? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une inquiétude majeure. C'est une inquiétude majeure en ce sens que le problème que nous voyons au Burkina Faso, au Mali, pourrait coûter cher à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les difficultés auxquelles ces pays sont confrontés, il est clair qu'avec ces nombreux problèmes, les ressortissants de ces pays vont se retrouver en Côte d'Ivoire. S'ils se retrouvent là en grand nombre, est-ce que la Côte d'Ivoire pourra supporter la charge sur la tête? Est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir supporter la charge sur la tête? Donc nous pensons que c'est le moment pour les uns et les autres d'être beaucoup plus prudents. Il a été constaté que dans plusieurs villages qui sont arrivés, il y a des villages qui n'ont pas accepté de les accueillir. Par contre, il y a des villages qui ont été mis devant le fait accompli, ne sachant pas quoi faire. Mais en tout cas, les guides religieux, les chefs de village continuent d'alerter. Et il va falloir que les autorités compétentes soient mises à contribution. Plus précisément, les sous-préfets, les préfets, les maires, les commissaires de police, avec les commandants des gendarmeries. Il faut que les uns et les autres soient mis à contribution. Comment sont-ils rentrés? Quelle est leur identité? D'où viennent-ils? Il faut que ces informations soient connues. La dernière fois, vous avez souligné le fait que, en
décidant de fuir les effets du djihadisme, ils pourraient se retrouver cantonnés dans des zones de leur pays, mais non loin de la frontière ivoirienne, que c'était une solution. Oui, effectivement, parce qu'on se pose la question. Le phénomène djihadiste, il est beaucoup plus accentué dans le nord du Mali et dans le nord du Burkina Faso. Mais quand on regarde, quitter le nord du Burkina ou quitter le nord du Mali pour venir traverser le centre du pays et se retrouver dans le sud du Mali ou le sud du Burkina Faso, qui correspondent au nord de la Côte d'Ivoire, les zones frontalières. La situation est beaucoup plus calme dans le sud du Burkina Faso et du Mali. Pourquoi ne pas cantonner plutôt, pourquoi ne pas cantonner ces personnes qui fuient les effets du djihadisme dans ces zones-là et puis faire intervenir les organisations des Nations Unies comme l'organisation UNHCR et puis le programme alimentaire mondial, le PAM. Pourquoi ne pas faire ça? Bon, parce que la réalité, c'est que lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr que dans les mois à venir, il sera possible de construire en un temps record des centres de cantonnement pour eux. D'autant plus que les uns et les autres feront face à des défis logistiques. Il faudra les loger, il faudra les nourrir et il faudra leur trouver du travail parce que l'oisiveté aussi est la mère des vices. Finalement, on ne sait vraiment pas comment résoudre ce problème. Je ne sais pas pour l'heure quelle est la solution qui est envisagée. J'ai appris qu'à l'heure où nous parlons, il y a les autorités de ces pays voisins, plus précisément les préfets, les sous-préfets, qui sont en concertation avec les autorités ivoiriennes sur place ici. Bon, j'espère que des solutions vont être trouvées. Mais à vrai dire, dans les villages, il revient de plus en plus que nos populations dans les villages ne sont pas en mesure de les accueillir. Dans un village comme Kawara, ils sont arrivés en grand nombre, les gens leur ont dit vraiment, nous, chez nous ici, on ne peut pas vous accueillir, allez-y à Wangolodougou. Allez-y à Wangolodougou. Donc, ils sont allés à Wangolodougou. Je ne sais pas si une solution a été trouvée, mais la réalité, c'est qu'ils sont en grand nombre aujourd'hui dans la zone de Wangolodougou, quelques villages. Ils sont en grand nombre dans plusieurs villages du département de Perké, Tiawala, Niélé, du côté du Bunkani, pareil, de la Bagoué aussi, je pense. Donc finalement, qu'est-ce qu'il en sera? Moi, je suis inquiet. Mon inquiétude majeure se base sur le fait qu'avec ces grands problèmes, lorsqu'ils vont venir en grand nombre dans notre pays, il est clair que nous aurons assez de problèmes. Les dire, ce n'est pas la xénophobie, ce n'est pas ne pas les aimer, mais c'est une réalité. Parce que après tout, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut leur trouver du travail. Et Dieu seul sait, lorsque les uns et les autres ne travaillent pas, de quoi ils pourraient être capables. Le manque de travail. Donc finalement, il y a un sérieux problème qui est là. Il va falloir que le Conseil national de sécurité se penche sérieusement sur ce problème. Nos autorités compétentes gagneraient à résoudre rapidement ce problème. Mais la meilleure solution pour moi, la meilleure solution, c'est de construire des camps de réfugiés dans la zone sud du Burkina Faso et dans la zone sud du Mali, parce que là-bas, il y a encore une accalmie. Le climat est encore apaisé dans la zone sud du Burkina Faso et du Mali que les zones nord du Burkina Faso et du Mali. Donc, à la réalité, si des camps de réfugiés sont construits là-bas, le PAM et l'UNHCR vont contrôler ces camps de réfugiés et les gens, ils pourront les contrôler de façon convenable. Parce que chez nous ici, franchement, il est difficile. Une fois dissimulés dans les villages,
c'est difficile de les contrôler parce qu'on ne sait pas qui est qui, de quoi chacun est capable. Et comme ils n'ont pas de documents d'identité, la situation est beaucoup plus compliquée. Encore que dans leur enrôlement, est-ce que les gens prennent leur empreinte digitale? Voilà, c'est ça. Parce que pour pouvoir les contrôler, s'ils n'ont pas de documents d'identité, il est impératif de prendre leur empreinte digitale. À partir de là, demain, on aura une lisibilité de la situation. Mais les laisser comme ça, aller de village en village, la situation me paraît compliquée et je pense que c'est une impasse. Et cette impasse-là, elle pourrait nous rattraper. Parce que si j'insiste sur ce problème, c'est parce qu'à la réalité, des personnes de mauvaises intentions, des djihadistes ou des terroristes, pourraient, je dis bien pourraient s'infiltrer entre ces personnes qui fuient le djihadisme. Et finalement, nous serons face à notre destin et on ne sait pas de quoi demain est fait. Tout pourrait être possible d'un moment à l'autre, donc nous devons beaucoup faire attention. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, Sundiata, c'est ce que je disais à l'entame. On ne peut cesser de vous remercier parce que vous ne faites qu'à avertir. L'homme prudent, c'est celui qui sait anticiper sur les événements. Aujourd'hui, les autorités pourraient dire « Ah non, on a une bonne maîtrise de la situation ». Mais de quoi demain est fait? De la même manière que vous pensez avoir maîtrisé cette situation-là, est-ce que ce n'est pas comme ça aussi que les forces du mal sont en train d'exploiter dans l'autre sens? Moi, je l'ai dit, nous n'avons rien contre des humains comme nous, en détresse, et leur venir en aide. Pas du tout. Puisque moi-même, je suis là où je suis dans un pays étranger. Qu'on le veuille ou pas, c'est que j'estime que là où j'étais auparavant, là, il y a quelque chose que je ne trouvais pas là-bas, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc, je suis là aussi pour quelque chose. Et chaque être humain a besoin d'être quelque part, là où il sent qu'il peut trouver son bonheur. Ça, c'est un droit naturel. Mais pour autant, est-ce que je peux brûler ma cour et compter sur le voisin et sans payer les conséquences de mes méfaits? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a le destin collectif d'une nation. Et dans ce destin collectif-là, chacun lutte pour trouver sa place. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, là, nous sommes 30 millions d'Ivoiriens. Si aujourd'hui on dit qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, là, c'est tous les Ivoiriens qui vont souffrir. De la même manière qu'il y a un bon président avec le bonheur aujourd'hui, là, au moins là, tout le monde bénéficie de la paix et chacun lutte en fonction de ses efforts. Donc la paix, là, ça c'est le destin collectif du moment qu'on partage. Maintenant, se lever et puis aller mettre ses doigts dans le travail, là, ça, tu défends ton destin individuel. Mais c'est ce que nous on fait tous les jours ici quand on se réveille, chers frères. Quand on vient parler du problème de la Côte d'Ivoire et qu'on dit de combattre les malfaiteurs qui sont en Côte d'Ivoire, les Laurent Gbagbo et autres, on aurait pu se taire, dire comme ce n'est pas encore arrivé, attendons que ça arrive, ou bien comme on n'est même plus en Côte d'Ivoire, on n'en parle plus. En fait, quand vous savez anticiper et que vous tenez compte du destin global et du destin individuel, vous ne pouvez pas rester insensible aux événements. Ce que je veux dire, il faut que les gens comprennent très bien. Tout ce que les Laurent Gbagbo et autres veulent faire là, si on ne communiquait pas aujourd'hui pour anticiper là, ça allait être plus grave que ce que vous voyez actuellement. Et même ils le disent qu'avant-hier qu'ils avaient voulu faire un coup d'état pour enlever Draman. Mais grâce à nos communications, ce qui est bon dedans les gens prennent, ce qui est mauvais dedans les gens laissent. Mais et si on ne faisait rien, ça allait être plus grave et les malfaiteurs auront prospéré. Mais vous aujourd'hui qui fuyez vos pays là, vous avez fait quoi pour que vos pays là, est-ce que c'est pas la majorité ont pris des drapeaux, des minorités ont pris des drapeaux, on ne veut pas ça, on ne veut pas ceci. Mais vous avez fait quoi pour influencer le destin collectif? Et aujourd'hui, vous voulez que nous on vienne assumer les conséquences de vos irresponsabilités. Sachez que la Côte d'Ivoire a connu une guerre civile en 2000 jusqu'en 2010. Les Ivoiriens sont sortis, mais sont sortis individuellement ou même par petits groupes. Mais les quantités humaines qu'on voit se déverser sur la Côte d'Ivoire là, c'est pas seulement du fait du djihadisme.
Il y a une intention manifeste même aussi de vouloir venir pour remplir une zone. Et ça, moi-même je le dis, si moi j'avais mon village au nord, là, j'allais appeler mon chef du village pour lui dire là, il ne faut jamais accepter que même 10 personnes de plus viennent dans le village. Parce que là où ils sont quittés, là, on ne sait pas c'est qui. Et ce sont des gens là qui ont été déjà traumatisés. S'ils ne sont pas coupables, ils ont été traumatisés. Parce que quand on décime un village, quand on massacre les populations, ces personnes psychologiquement affectées là peuvent être des dangers pour la communauté. Ne les acceptez pas. Pas parce que vous n'êtes pas des humains, mais parce que pour parler d'humanisme, des bonnes valeurs, il faut encore être vivant. Mais contre toute attente, le gouvernement a décidé qu'ils vont s'occuper d'eux. Qu'ils vont même construire des maisons pour eux. Mais le gouvernement est plus fort que nous. Mais ce qui ressort de nos villages, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Moi, je n'encouragerai jamais un village d'accepter ces réfugiés-là. Je l'ai dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas humain, mais c'est parce que j'anticipe sur le danger. Comment des gens peuvent se lever en Boeing et puis ils s'en vont directement au village et disent, bon, nous on est venus pour rester là. Tiens, vous-même, vous êtes plus nombreux que nous les villageois. Nous, on fait comment? Une nuit là, vous allez nous tuer tous? Ça veut dire qu'il y a danger. Et quand on connaît le mode de fonctionnement des uns et des autres, en situation normale, là, quand on attrape des braqueurs et autres, là, il y a des noms de certains voisins qui reviennent de façon récurrente. Si, sous le prétexte aujourd'hui de la violence, ces gens-là doivent venir envahir le pays, chère population, prions Dieu. Et nous ne faisons qu'à avertir. Moi, je l'ai dit ici, comme tu l'as redit, on aurait pu mettre des zones intermédiaires, bloquer ces zones-là, travailler avec l'ONU pour créer une zone tampon et les zones sécurisées de leur pays, là, les accueillir là-bas. C'était la seule solution. On va augmenter le courant, mais on est en train de construire une maison pour des gens qui ne payent pas nos impôts. C'est avec l'argent des payeurs d'impôts qu'on va construire ces maisons-là. Et ces gens-là ne vont jamais reconnaître le bien qu'on est en train de faire. Donc finalement, là, ils vont augmenter notre courant, prendre les gens de notre impôt pour aller donner ça à des gens qui ne seront jamais reconnaissants. À quoi est-ce que ça servit? Moi, en toute sincérité, c'est du papatoya que le gouvernement est en train de faire. C'est du papatoya. Parce que dire non, on a bien... Oui, mais après là, est-ce que ça va nous donner les résultats escomptés? Moi, je ne vais pas attendre. Quand tu as un problème où la probabilité du mal est plus grande que celle du bien, là, il faut dire que c'est un problème qui ne t'arrange pas. Ceux-là, il y a quel devoir moral sur eux de reconnaître les biens qu'on est en train de faire pour eux? Les maisons que vous avez à construire, tout ce que vous faites. Il y a quelle obligation morale qui les oblige à reconnaître? Il n'y a rien. Donc on n'est pas obligé. Il n'y a aucune institution. Oui, il y a le droit aux réfugiés qui dit quand quelqu'un est en détresse qui vient d'entendre, il faut l'accepter. Mais on n'a pas dit de construire une maison pour lui. On n'a pas dit de te mettre devant pour taper ta poitrine pour dire que toi tu es fort. Tu laisses aussi les structures de gestion des réfugiés des Nations Unies, tu les impliques dedans. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec cette posture du gouvernement qui s'est mis en avant, qui a construit des maisons, qui a fait ça. Mais demain, ils vont vous demander pain beurré. Après, ils vont vous demander, au petit déjeuner, ils vont vous demander chocolat chaud avec du lait. Et puis la vache qui rit. Beurre, c'est pas n'importe quel beurre, hein, la vache qui rit. D'autres vont vous demander mayonnaise. Si tu as mis miel dans mes oreilles là, faut t'arranger ce que tu vas mettre dans ma bouche là, ça n'a qu'à être mieux que miel. On ne t'a pas obligé à mettre miel dans mes oreilles. Donc là, ce que tu vas mettre dans ma bouche là, arrange-toi, ça n'a qu'à être caviar. Et c'est là que ces gens-là, tu es en train de tourner autour du pot. Ils vont devenir des braqueurs. Ils vont attaquer nos populations dans les champs. Et même le gouvernement a vu le danger de ce qu'on est en train de dire. Ils ont voté une autre loi où ils disent que ces gens-là, on peut les accepter, mais on n'accepte pas leur bétail pour ne pas provoquer des conflits entre les... Mais eux-mêmes, là, ils sont déjà conflits même. Eux-mêmes, là, ils sont déjà conflits. Leurs intentions ne sont pas bonnes. C'est parce qu'ils sont en difficulté qu'ils font semblant. Mais quand ils vont devenir forts, là, vous allez voir.
Des gens qui viennent dans votre pays, là, dès qu'ils rentrent là, ils sont en difficulté, là, ils gâtent champ des gens. Est-ce que le gouvernement même n'a pas pris un décret pour dire que, bon, ceux qui viennent, on les accepte, mais leur bétail, on n'accepte pas. Mais pourquoi on n'accepte pas leur bétail? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, est-ce que une communauté villageoise est obligée d'accepter des gens qu'elle ne veut pas accepter? Il n'y a aucune loi de la Côte d'Ivoire qui le dit. Et donc, souhaitons que cette situation-là, on puisse impliquer les Nations Unies et trouver une solution alternative. Leur dire où il n'y a pas de guerre au Burkina, là, les Nations Unies peuvent créer une force intermédiaire pour bloquer là-bas. Mais vraiment, moi, je l'ai dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le mécanisme d'entrée de ces gens-là en Côte d'Ivoire. Et il n'y a rien qui se soit fait pour me convaincre que je me suis trompé. Et donc, moi, je reste sur ma position et j'observe. Moi, je pense, et je dis clairement, c'est que j'exprime mes pensées, mes opinions politiques. Je peux ne pas avoir raison. Et je souhaite ne pas avoir raison. Parce que si ce que je vois doit arriver là, vraiment, on est en train d'inviter le djihadisme même au cœur même de la région du Nord. Mais en même temps, on a mis des milliards pour protéger cette zone-là. Je n'arrive plus à comprendre cette contradiction-là. On ne peut pas protéger une région avec des milliards par an et en même temps inviter gracieusement ces djihadistes-là parce qu'on ne maîtrise même pas leurs identités. On ne maîtrise même pas leurs identités. On ne flirte pas avec le diable. On ne flirte pas avec le diable. Mais comme les autorités ont décidé que peut-être elles maîtrisent mieux même que Dieu les choses, on attend de voir ce que ça va donner. Mais nous demandons à nos parents d'être vigilants et vraiment que Dieu puisse leur apporter le meilleur qui soit. C'est ce que j'aurais ajouté. Vraiment, nous continuons de prier et nous demandons aux chefs des villages d'être très vigilants. Parce qu'à la réalité, si les lignes ne bougent pas, ou bien si la pression n'est pas mise pour empêcher cet afflux de ces ressortissants dans nos villages, je crois savoir que la situation risque d'être difficile dans les mois à venir. Explosive. Parce qu'on n'a même pas besoin de grandes études même pour le comprendre. Dans nos villages, les gens ne sont pas nombreux. Et si on accepte ces gens en grand nombre dans nos villages, vers la fin, il pourrait avoir un conflit entre les villageois et ces personnes. Et même, il m'a été signalé dans une zone qu'il y a déjà eu un conflit comme ça avec les villageois. Donc, on leur a dit de quitter le village. Les gens étaient obligés de les déplacer vers une autre localité. Donc, voilà un cas parmi tant d'autres. Ce que nous pouvons dire pour terminer, il faut que les chefs des villages soient vigilants. Il faut signaler tous ceux qui arrivent. Si vous travaillez dans une zone, dans un village, dans un campement, que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, vous ne le connaissez pas, il va falloir signaler cela auprès de l'autorité compétente. C'est important de le faire pour notre propre bien. Sinon, si les choses restent en l'état, d'ici 1 an ou 2 ans, ce sera la catastrophe. Ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci bien. J'aimerais que les dirigeants actuels lisent le livre M. Togonini. Ça va beaucoup les aider. Et surtout, comme disait Mère Anne-Marie Nguesso, je ne sais même pas quel nom notre gouvernement cherche. C'est très triste et souhaitons que le pire n'arrive pas. Mais l'homme prudent préfère toujours voir les choses et surtout dire comme il le ressent. Merci beaucoup le conquérant. Merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée à tous. Merci bien. Je vous en prie.